Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là, parce qu'on avait besoin d'aide pour construire le musée. Parce que c'est ça l'aventure qui commence ici. C'est qu'on est sur ce terrain. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Et puis après, il y a tout cela. Et pour nous en parler, ce soir, dans les dialogues du Quai Branly, Didier Brault. Venez donc nous rejoindre. Parce qu'il nous fallait bien quelqu'un ici qui connaisse par cœur ce lieu. Architecte, partenaire des ateliers Jean Nouvel, installez-vous. Et qui nous permet d'être ici ce soir. Parce que ce lieu que vous connaissez par cœur, nous le voyons tel qu'il est, mais vous, avec vos yeux d'architecte, ce filtre-là, vous arrivez à voir tout ce que c'était avant. Vous voyez tous les Ça rappelle des souvenirs. Oui. Ça rappelle des souvenirs. Quelle émotion d'ailleurs de revenir ici, dans le musée, mais même vous revenez régulièrement, dans les coulisses. C'est toujours un plaisir de voir réaliser un bâtiment et de pouvoir venir dedans et qu'il s'y passe des choses et qu'il soit très dynamique. Et que justement, il se révèle au travers de toute son existence. Il y a des modifications, il y a des installations, il y a plein de choses comme ça. Et de le voir vivre, surtout quand il est bien entretenu et qu'il se bonifie, c'est un vrai plaisir. Il ne s'écroule pas. Hein. Mais il est formidable ce bâtiment. Non, il ne s'écroule pas. Non, mais vous allez nous raconter cette aventure. Elle est absolument incroyable. Et moi, ce que je voudrais savoir avant tout, à quel moment, pour la première fois, cette aventure est entrée dans votre vie? À quel moment vous avez entendu parler de quelque chose qui ne s'appelait évidemment pas le musée du Quai Branly Jacques Chirac? Alors, moi, je n'ai pas fait le concours en 99. Je suis arrivé juste après, quand on l'a gagné. Mais bien entendu, à l'agence, c'était une véritable émulation. Des projets présidentiels, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu de moins en moins. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez unique quand il y a un projet comme ça qui arrive, parce qu'on sait qu'il va y avoir une véritable volonté de faire quelque chose d'exceptionnel. Et puis, c'était à Paris, voilà, un projet culturel. Donc, bien entendu, il y avait une grosse émulation à l'agence. Et donc, il y a eu ce projet qui s'est fait, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré, mais à peu près 3 mois pour faire ce concours, qui s'est fait en une seule phase, ce qui est assez rare en fait. Souvent, il y a plusieurs phases de concours avec des illuminations et ainsi de suite. Là, c'était 15 candidats qui avaient été sélectionnés, des équipes internationales, et uniquement des panneaux. Pas de maquette, pas de film à l'époque, et pas de jury. Donc voilà, je crois que ça s'est rendu en novembre 1999. Ça ne nous rajeunit pas. et voilà, donc il y a eu une décision en décembre, je crois, en décembre 99, avec le jury a fait un classement, et il a classé les 3 premiers qu'il a proposés au président de la République. C'est comme ça que ça se passe, un concours pour l'architecture, en tout cas. Ils sont tous différents, ça peut se passer comme ça. Mais est-ce que, et même si vous nous avez dit que vous n'étiez pas là au moment du concours, il y a genre un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on vous demande à ce moment-là? Il y a un programme qui est assez précis, et puis il y a des dessins imposés, et puis des planches libres. Et donc à l'architecte de proposer, pour visualiser le plus possible. Alors bien sûr, c'est une esquisse, c'est-à-dire que dans un délai aussi court, sur un programme aussi complexe, bien sûr, il faut s'attacher au fonctionnement du bâtiment, mais on s'attache aussi beaucoup à un parti pris urbain, parce qu'ici, la question elle se posait énormément. C'est un grand terrain et il posait plein de questions urbaines, parce que le bâtiment n'est pas si grand que ça par rapport à la taille du terrain. Donc ça obligeait à prendre des options qui étaient déterminantes. Et voilà, les premières questions qui se posent, c'est celle-là. C'est celle de comment on s'inscrit dans un site comme ça, comment on répond à un programme comme celui-ci. Quand vous arrivez, le terrain est choisi, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs ici avant? Alors c'est un terrain qui n'a quasi jamais été occupé, en tous les cas jamais de façon permanente. Il y a eu des expositions universelles qui ont occupé le terrain en 1937, en 1900. Et après, c'était un terrain libre. Il y a eu le ministère de l'économie qui a eu des bâtiments provisoires dessus, après-guerre. Et puis après, c'était un terrain vide. Et donc, à un emplacement absolument incroyable.
Et il y a eu un premier concours pour un premier projet présidentiel qui était le Centre de conférence international, donc, qui avait été remporté par Francis Soler, et puis les études avaient été faites et ainsi de suite, et ça a été abandonné. Voilà. Ça ne s'était pas fait, c'était pour remplacer le centre de l'avenue Kléber. Hein, C'est ça. Ils avaient voulu construire cela. Alors, le terrain, ça y est, il est identifié, il est là, c'est une friche à ce moment-là. Enfin, voilà. Terrain vague. Terrain vague, très bien. Et puis, l'idée, c'est de construire un bâtiment pour accueillir des œuvres, des collections. Ces collections, jusqu'alors, on les trouvait ailleurs, au musée de la France d'Outre-mer, par exemple. Alors là, on a ici, avec ce qui existait par le passé, une forme de muséographie, on va dire, qui correspond à ce temps-là, pour le dire poliment. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vous étonne. Vous, là, vous arrivez dans ce projet, Didier Brault, et vous regardez évidemment ces collections, parce que c'est ça qui est quand même au cœur de toute cette réflexion. Comment vous vous les appropriez? Comment vous explorez cet univers-là? Alors, la grande chance, c'était justement de connaître les collections qui allaient être montrées dans le musée. Et donc, la phrase de Jean Nouvel, véritablement, dans son texte introductif, c'était de faire un musée autour d'une collection. Souvent, on est amené à faire des musées qui sont un peu en blanc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va y accueillir, parce que... parce qu'il n'y a pas eu de programmation suffisamment précise, ou parce que c'est amené à évoluer. Là, ce n'était pas le cas. Il y avait des collections qui venaient à la fois du musée de la Porte Dorée et puis du musée de l'Homme. Donc elles étaient identifiées. Il y avait eu une préfiguration du musée pendant plusieurs années avant de lancer le concours. Et donc il était assez clair de savoir quelles étaient les œuvres qui allaient être montées. Donc on en avait connaissance. Et la proposition de Jean Nouvel, elle s'articulait autour de ces œuvres. Voilà, ça, c'est une grande particularité. Et l'autre particularité, c'était que le concours, il portait sur la totalité, c'est-à-dire à la fois le bâtiment et la muséographie. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas et qui fait qu'il y a parfois des incohérences entre la muséographie et le bâtiment. Là, il y avait véritablement un projet unique de bâtiment et de muséographie, de projet muséographique. C'est-à-dire que pour d'autres musées, vous avez les architectes qui travaillent sur la construction d'un bâtiment et une autre équipe qui travaille sur la muséographie. Et ici, tout le monde s'occupait des deux. Les deux ont été construits dans le même temps. C'est ça. Ah oui, c'est une force considérable. Oui, parce que la proposition, justement, la force de cette proposition, c'est sa cohérence. Sa cohérence entre la forme du bâtiment, ses façades, sa géométrie, et ainsi de suite, et la muséographie qui est à l'intérieur. Ça veut dire que quand vous nous expliquez que les collections étaient déjà identifiées, certaines œuvres remarquables, je pense à des œuvres qui sont monumentales et très imposantes, sont déjà prises en compte dans l'architecture? Tout à fait. Ah oui. Il y a même des œuvres qui ont été, parce qu'elles étaient très lourdes et très encombrantes, qui ont été livrées pendant le chantier et qui ont été protégées, parce qu'il fallait les livrer avant de fermer les façades. Eh oui, après c'était trop tard, dites-nous. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Le concours est fait. La proposition ici de Jean Nouvel ressemblait à quoi? Parce que moi j'ai rarement fait des concours d'architecture pour des projets présidentiels. Ce sont des dossiers gigantesques avec des tonnes de photographies, de dessins et pourquoi pas des maquettes? Pas du tout. Alors au niveau du concours, non, là, c'est 4 panneaux à zéro, donc qui font 1,10 m par 80 cm, en gros. Donc c'est 4 panneaux comme ça. Et il n'y avait pas de maquette imposée. Alors après, ça n'empêche pas d'en faire quand même. Et voilà, et c'est tout. Après, il y a un petit dossier technique qui explique un peu la répartition du programme, le fonctionnement, des choses comme ça, mais qui sont des dessins un petit peu plus techniques, mais ça reste une esquisse. Ah oui, et puis alors donc il y a un jury qui en discute, la décision finale. Alors le jury donc a fait un classement, donc avec 3 architectes, donc avec Jean Nouvel, Renzo Piano et Peter Eisenman, et il a proposé ce classement à Jacques Chirac, qui l'a accepté. Et dès lors, évidemment, bonne nouvelle,
C'est toute une aventure qui débute. Non, mais j'imagine, comme ça, pour des architectes, d'avoir un tel projet, ça nécessite de réfléchir à toute une équipe, parce que nous parlons de vous, Didier Brault, Oui. nous parlons de Jean Nouvel, mais vous n'êtes pas tous les deux à tout faire, avec vos Heureusement. petites truelles et Non, vos plans. il y a toute une équipe assez tôt, mais qui réfléchit sur beaucoup de sujets. Donc il y a toute l'équipe d'architectes avec différentes compétences. Et il y a également toute l'ingénierie qui va avec, de structure, de tous les fluides, les façades, et ainsi de suite. Au moment de construire un musée, il y a plein de modèles dans le monde de musée. Et d'ailleurs, il y a presque un modèle archétypal de musée Oui. qui ressemble un peu avec son fronton et ses colonnes, Oui, qui tel vient qu'on du l'imaginait au 19e siècle. 19e siècle. Enfin, c'était le musée classique. Est-ce que là, vous aviez des modèles qui pouvaient vous inspirer pour des musées qui doivent accueillir de telles collections? Alors ça, c'est la force, je pense, du parti pris de Jean Nouvel. C'était justement de faire un musée qui ne ressemble à aucun musée déjà réalisé, et surtout pas aux archétypes occidentaux. Donc voilà, c'était alors que ça soit justement dans la forme, mais également dans le fonctionnement, donc de ne pas avoir des successions de salles. Et donc d'où cette idée d'avoir ce qu'on appelle le grand plateau, donc qui est le musée où il y a les collections permanentes, donc qui est une salle unique qui fait 5000 m², qui fait 200 mètres de long, et dans lesquelles il y a également des mezzanines avec des expositions temporaires qui peuvent s'installer, mais de ne pas cloisonner et d'avoir ce grand volume dans lequel vont se déployer toutes les œuvres. Après, il faut exposer tout cela, et on le voit dans le musée de la France d'Outre-mer. Si l'on visite cela dans les années 1930, on a les différents pays, voilà, l'Algérie, différentes zones, etc. Puis ce système de vitrine, une forme en fait de musée extrêmement classique, mais appliqué à des arts et à des civilisations d'Amérique, d'Asie, d'Océanie. Donc, oui, là, la question qui se posait, en effet, alors, ces œuvres, elles sont toutes très fragiles. Elles craignent la lumière. Il n'est pas question de les toucher. Il faut les protéger énormément. Et donc, on est dans un système où il y a énormément de vitrines. Donc, il y a une mise à distance de ces œuvres. Mais donc, le parti pris esthétique de cette présentation, ça a été donc de décloisonner et de faire des vitrines qui, si possible, disparaissent. Donc de faire des très grands vitrages, les plus transparents possibles, qui ne prennent pas les reflets de la lumière, et que les œuvres puissent un peu flotter, se voir devant, derrière, sur tous les côtés, et qu'elles puissent également se superposer. Et voilà, que ça crée quelque chose d'assez unique et qui n'est pas institutionnel. Ouais, parce que c'est vraiment cela, hein, je l'entends bien ici, c'est d'inventer quelque chose. Et c'était le premier défi de ce musée, inventer. Voilà, donc il y avait une volonté, donc il y a eu un dialogue avec les conservateurs tout au long de la mise au point du projet. Et donc la question qui se posait, c'était de savoir aussi comment les œuvres étaient réparties, donc par aire géographique, mais pas seulement. Et bon, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et la proposition de Jean Nouvel permettait d'avoir beaucoup de porosité entre les aires géographiques. Le fait de ne pas avoir des pièces fermées successives et d'avoir ce grand plateau, ça permettait que les œuvres des différents continents puissent communiquer entre elles et qu'on puisse se perdre et passer de façon assez irréelle d'un continent à l'autre. Ah oui, c'est ce dialogue qui est intéressant, parce que dans l'exposition des œuvres, il y a le choix par aire géographique, et puis il y aurait un choix par thématique, la musique, le pouvoir, etc. Voilà, c'était la grande question qui s'est posée, qui n'a pas été tranchée dans ce sens-là, c'est-à-dire que il devait y avoir, à un moment, il était question d'avoir 5 aires, donc 4 aires géographiques et une aire sur les transversalités. Donc qui serait un peu un universalisme qui aurait une approche thématique et qui... Voilà. Mais ça n'a pas été fait. C'était aussi une question qui se posait à ce moment-là aussi, de pouvoir réintroduire un peu d'art européen, parce qu'en fait, là, il n'y a pas d'art européen, c'est les arts de tous les continents à l'exception de l'Europe. Donc les thématiques, ça aurait pu être l'occasion de faire ça, mais ce n'est pas une option qui a été prise. Vous avez parlé du dialogue avec les conservateurs. Parce que moi, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, c'est que dans ce projet du musée du Quai Branly,
architecture et muséographie sont liés. Parce que si Ouais. c'est séparé, l'architecte n'a pas à discuter directement avec les conservateurs. Or, en l'occurrence, là, c'était le cas. Ça se passe bien, un dialogue avec un conservateur? Ça va? Bah, ce qu'il faut, c'est que chacun soit bien conscient de son domaine de compétences. C'est-à-dire que les conservateurs ont leurs compétences vis-à-vis des œuvres et les architectes vis-à-vis du bâtiment et de la façon de les exposer. Mais oui, c'est un dialogue qui a été permanent et qui s'est bien passé. Donc il y avait deux directions. Il y avait une direction, disons, scientifique, qui, la première année, était assurée par Maurice Godelier, et puis le côté muséologie, qui était Germain Viat. Voilà. Et après, Maurice Godelier est parti, été remplacé par Emmanuel Deveau, et le dialogue a été permanent sur voilà, la définition de comment on allait, quelles œuvres étaient choisies précisément, et comment on allait les montrer, et ainsi de suite. Ouais. Avec évidemment deux grandes figures ici qu'il faut évoquer, mais que nous avons déjà citées, c'est Jean Nouvel et Jacques Chirac. Là, il se trouve devant une maquette, en fait, qui inscrit le bâtiment dans son environnement urbain. Voilà, donc ça, c'est juste après le concours. Et donc, Jean Nouvel explique le projet à Jacques Chirac, au président Jacques Chirac. Et donc, il y a une maquette avec l'environnement urbain immédiat et la façon de répondre à ça. On a ce terrain qui fait 25 000 mètres carrés, qui est un grand terrain quand même. Dans Paris intramuros, c'est un grand terrain, avec des pignons aveugles qui sont les bâtiments qui sont avenue de la Bourdonnais, et donc qui forment une sorte de peigne, comme ça, avec des cours intérieurs et des pignons aveugles, et puis ce grand terrain. Par rapport à la densité du programme, se pose la question de comment on occupe ce terrain. Le plan d'urbanisme, lui, ce qu'il préconise, c'est de construire à l'alignement sur les rues. Donc, normalement, il aurait fallu construire le long du quai Branly et le long de la rue de l'Université et d'avoir un jardin intérieur. Dans l'équipe de conception, donc, il y avait Jean Nouvel et il y avait un paysagiste, il y avait Gilles Clément. Et donc, il y a eu ce dialogue entre eux pour justement prendre un parti d'implantation. Et dès le début, l'idée, c'est d'avoir le jardin le plus grand possible et le moins morcelé possible, que ce soit un jardin d'un seul tenant. Donc ça a amené beaucoup de contraintes après sur la façon de positionner le programme. Mais en gros, on a ce terrain de 25 000 m², et on a réussi à faire un jardin qui fait 18 000 m². Et donc ça a été possible en surélevant le bâtiment principal, en le mettant sur pilotis et en faisant passer le jardin de la rue de l'Université jusqu'au quai Branly, et donc avec toute la morphologie qu'on lui a donnée. Je vous invite toutes et tous à suivre le dialogue du quai Branly avec Gilles Clément, parce que nous allons parler de ce jardin, parce que c'est vraiment important. Et cette maquette-là que nous voyons ici laisse beaucoup de place à la végétation. Le projet tel qu'il est en maquette, vous le voyez, vous l'avez déjà en tête, vous arrivez à vous projeter. Moi, je ne suis pas architecte, et ça me semble d'une complexité sans nom, parce que la maquette, c'est formidable, mais l'ampleur de ce qu'il y a à réaliser, les défis sont nombreux. Oui, alors les défis étaient nombreux parce que la forme du bâtiment, qui est une forme très très libre, est très complexe en fait à réaliser. Donc il y a non seulement il y a très peu de parallèles, il y a très peu d'angles droits, mais tout est un peu en pente aussi. C'était la volonté, notamment dans le bâtiment, là, sur le grand plateau, c'était d'avoir un sol qui rappelle un sol qui peut être un peu extérieur, naturel, et donc qui n'était pas plan. Donc on arrive en bas du plateau, et le sol va vers les extrémités et monte de plus en plus. Voilà, donc tout ça, toute cette géométrie, elle induit énormément de complexité. Donc il y avait cette volonté de surtout pas lire de rationalisme. Et par exemple, les poteaux, il était interdit d'avoir 3 poteaux alignés dans la conception. Voilà, donc quand on dit ça, ça paraît assez simple. En fin de compte, ça finit par être très très compliqué. Ah ouais. Et voilà, donc il y a toute cette géométrie qu'il a fallu mettre en œuvre, toutes ces façades qu'il a fallu inventer. Et donc il n'y a pas de répétitivité.
Donc il y a des bâtiments différents. Il y a celui qu'on voit au centre, qui est donc le bâtiment où il y a les collections, qui est surmonté par un restaurant qui est sur la terrasse. Il y a un café qui est en dessous. Encore en dessous, il y a une aire de livraison. En dessous, il y a un parking. Tout ça se superpose avec chacun des logiques fonctionnelles très différentes. Et de l'autre côté, il y a des bâtiments, donc qui sont des bâtiments administratifs ou techniques, qui se déploient un peu en peigne et qui créent des continuités avec les cours intérieurs des bâtiments qu'il y avait, qui étaient des sortes de courtoisies qui étaient offertes pour ramener de la lumière dans ces cours, parce qu'en fait, on aurait pu construire et boucher un peu la vue de ces cours, mais l'idée, c'était de garder un peu cette dynamique, et ces percements se prolongent jusque dans les sous-sols, parce que c'était justement pour donner ce grand jardin, il fallait trouver des surfaces qui étaient en sous-sol, et pour amener du public en sous-sol, comme ici par exemple, c'est très compliqué d'un point de vue sécurité incendie, et donc il faut pouvoir sortir à l'extérieur, mais au niveau quasiment de plein pied. Et donc ici, quand les rideaux s'ouvrent, il y a une façade vitrée, et on sort dans un théâtre de verdure qui est un cratère, et ça permet d'avoir des évacuations qui sont de plein pied à l'extérieur, tout en étant 6 ou 7 mètres sous le niveau du sol. 6 ou 7 mètres sous le niveau du sol, mais dites donc, il y a la Seine juste à côté, là. Alors, ça ne va pas poser un souci, ça? Il y a la Seine. Historiquement, la rue de l'Université, c'était un bras de la Seine, et ici, c'était des terrains marécageux. Donc ça, bon, c'était il y a très très longtemps. Mais au niveau géologique, en effet, c'était un problème. Et c'était l'un des gros sujets, c'est que toutes les réserves du musée, avec 300 000 œuvres dans les réserves, elles sont en sous-sol. Et on est sur un terrain qui est inondable. La crue de 1910, c'est 1,50 m d'eau dans la rue de l'Université. Donc, pour se protéger de la crue, on a créé une morphologie dans le jardin, qui est une sorte de digue, mais qui est complètement intégré dans le jardin lui-même, pour se protéger d'une éventuelle crue de la Seine. Donc il y a une paroi périphérique qui descend en profondeur, qui protège de la nappe phréatique. Après, on rejoint de l'argile, ça crée un bouchon, c'est étanche. Et pour se protéger de l'eau qui vient en surface, on a créé cette digue. Donc quand on regarde précisément le jardin, que ce soit au sud, où c'est un jardin artificiel qui est sur dalle, ou au nord, où c'est un jardin de pleine terre, il y a du relief. Et ce relief est une digue, en fait. Ah oui. Et donc, si l'eau monte dans les rues, ouais, elle n'envahira pas le cœur de l'îlot et ne rentrera pas dans les réserves. Avant d'élever le musée, il faut creuser. Voilà. Oui. Creuser beaucoup. Alors, le plus profond, c'est le parking, qui est du côté ouest, qui doit descendre sur 5 niveaux, je crois, et qui est assez profond. Et sinon, ici, on est quasiment au plus profond. Il y a un peu de locotechnique en dessous, encore. Mais oui, il y a 12 mètres de profondeur, à peu près. Donc, le chantier débute. Mm-hmm. Comment ça se passe pour un architecte Enfin, là, déjà, on a fait 2 ans et demi d'études. Hein. Ouais, on est déjà à 2 ans et demi d'études. Oui, tout est pensé, tout est réfléchi. Non, parce que vous allez voir, hein, l'aventure, je pense que c'est le cas dans beaucoup de bâtiments, mais ici particulièrement, ouais, c'est une aventure d'évolution sans cesse. C'est des défis à relever et puis des changements, parce que c'est ça aussi qui est absolument formidable. Le chantier, après 2 ans et demi d'études, peut commencer. Oui. Et donc tout est prêt, tout est là. Combien de personnes d'ailleurs sur un tel chantier? On arrive à estimer cela? Alors, en termes d'architectes, d'ouvriers, de tout. Un peu de tout, ouais. Faites-nous un peu le ratio. Une équipe d'architectes sur un projet comme ça, c'est dans la phase étude la plus dense, c'est 30 à 40 personnes à peu près, pour travailler sur tous les secteurs. Et toute l'ingénierie qui est en plus, donc dans les bureaux d'études. Et puis après, sur le chantier, un chantier comme ça, c'est, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est 400-500 personnes au maximum à un moment sur le chantier. Vous nous l'avez bien dit, hein, avec le concours, nous sommes sur quelque chose de minimal dans le dossier, oui, sauf que ces 2 ans et demi d'études, etc., doit produire une quantité gigantesque de documents, les plans, les dessins, oui. beaucoup. Oui, beaucoup. Oui.
C'est quoi en fait ce travail-là? C'est donc le plan extrêmement technique et précis parce qu'il faut penser à tout. Et puis dans le même temps, il y a tout ce que ça doit rendre parce que j'imagine qu'il y a une attente aussi énorme. On a beaucoup parlé du président Chirac. Lui, il doit aussi attendre de dire à quoi ça va ressembler, comment je me projette. Alors, le président Chirac a été très peu interventionniste. Et en fait, il y avait une confiance dès le début. Il y avait voilà, une image du projet qui était définie et qui lui convenait. Et il n'est pas intervenu du tout sur le... Il y a eu très peu de présentations et en tous les cas, aucune remise en cause ni quoi que ce soit. Et donc, et on n'a pas fait de nouvelles images. C'est aussi... alors, on était dans une période où l'informatique était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui et où on n'avait pas tous les logiciels de modélisation et d'images de synthèse qu'il y a aujourd'hui. Et donc on avait fait des images pour le concours. On a fait quelques images un peu au début comme ça, mais qui étaient des images d'ambiance plutôt et qui révélaient pas obligatoirement les solutions techniques qui allaient être développées. Et on n'a quasiment pas fait d'images ensuite. Et parce qu'il n'y a pas eu de demande et que voilà, moi je trouve ça très bien parce que ce qui est intéressant, c'est on définit le projet sans le remettre en cause, bien entendu, mais on apporte une définition, on est architecte et donc on a une idée de ce qui va arriver. Et après, ce qui compte, c'est de voir les choses réelles, avec leur vraie matérialité, avec leur vraie échelle. Les images, elles sont toujours très trompeuses. Donc, de vouloir absolument approfondir les images n'est pas nécessairement une bonne chose. Comment se passe le travail avec Jean Nouvel? Bien. Alors, il a une façon de concevoir le projet qui est à la fois dans un questionnement, c'est-à-dire qu'au début... l'équipe, elle fait l'inventaire de toutes les contraintes, de toutes les données de départ. Et avec ça, lui, il réfléchit d'une façon assez personnelle, qui lui est propre et qui l'intériorise. Et après, ça n'empêche pas qu'il y ait des questionnements, des allers-retours et des choses comme ça. C'est pas non plus un chemin totalement linéaire, loin de là. Après, ça dépend des projets. Il y a des projets où l'idée émerge très tôt, elle a une sorte d'évidence. Et puis il y a des projets où quelquefois l'idée de départ n'est pas réalisable, ou elle ne fonctionne pas après plusieurs études, et elle est remise en question. Là, l'idée, elle est arrivée assez tôt, hein, quand l'idée de faire passer le jardin en dessous, d'avoir les pilotis, de se greffer sur les murs en harpe de la Bourdonnais, tout ça, ça donnait des points très très forts. Et après, c'est des questions d'écriture, d'écriture architecturale. Donc là, la volonté, c'était de faire quelque chose qui ne ressemblait à aucun bâtiment existant, mais à aucun bâtiment que lui-même avait fait. Donc, alors, il a l'habitude de ne jamais se répéter, mais là, particulièrement, au niveau des formes, des couleurs, de ces choses-là, on était dans le prototype total. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de base pour se dire, tiens, on va reprendre un peu cette idée-là. C'était l'aventure complète dans la technique et la forme. Reprendre cette idée-là d'un bâtiment que Jean Nouvel aurait pu faire par le passé, ou reprendre cette idée-là d'un autre bâtiment, d'un autre architecte? Non plus. C'était vraiment l'idée, c'était justement qu'il n'y ait pas de référence, de créer quelque chose de neuf pour montrer ses œuvres d'une manière neuve, qui ne soit pas connotée historiquement ou géographiquement, et donc d'inventer un langage en fait. Oui, parce que ce musée, c'est un langage avec ses matériaux que l'on peut évoquer parce que, bien sûr, il va être question de béton, de choses comme ça, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a du métal, il y a du bois aussi, il y a du verre également. Le métal, les boulons, on est juste à côté de la Tour Eiffel avec ces musées-là, c'est un clin d'œil. Alors, oui, il y a les matériaux qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, et parce qu'il y a beaucoup de... C'est un bâtiment où on a utilisé des solutions quelquefois très technologiques, mais en même temps sans vouloir le montrer. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un bâtiment high-tech dans son expression, mais il y a une charpente métallique qui est extrêmement complexe, parce qu'il y a des grandes portées, parce qu'il y a des porte-à-faux. Les boîtes qui sont côté nord, c'est des porte-à-faux sur des porte-à-faux. Donc c'est un musée, donc en même temps il y a des grosses charges. Il faut pouvoir mettre des œuvres qui sont assez lourdes. Il y a le public qui se déplace et ainsi de suite. Il peut y avoir beaucoup de personnes à l'intérieur. Donc il faut que ça résiste à tout ça. C'est assez complexe quand justement les poteaux ne sont pas alignés, quand il y a des grandes portées, des porte-à-faux, des choses comme ça. Donc on a utilisé du béton, on a utilisé du métal, et il y a
des matériaux qui sont exprimés aussi pour leurs caractéristiques. Donc la façade en bois, la façade nord, qui est une façade en croisillon avec une structure à l'extérieur, une structure à l'intérieur qui se croisent et le verre qui est au milieu. Et le verre, il est recouvert d'un film où il y a des images qui évoquent la forêt. Donc, qui sont des images prises par Patrick Blanc, celui qui a fait le mur végétal et qui est en fait un botaniste et qui passe son temps à herboriser dans des forêts dans le monde entier. Et donc, on a bénéficié de ces images pour composer cette grande mosaïque avec des vitrages qui sont en losange. Et donc, cette géométrie, cette technique, ça permet d'épouser la courbe de la Seine. On est en parallèle de la courbe de la Seine. Et donc, de se déployer dans une grande courbe sans non plus avoir de vitrage courbe et des choses comme ça. En fait, c'est un peu comme... c'est un tissage de bois qui permet de trouver cette forme. Didier Brault, vous venez d'évoquer ce mur végétal qui a beaucoup marqué, qui marque encore, parce qu'il est vraiment très impressionnant. Il existait déjà dans la conception initiale du projet ? Alors, il n'existait pas au début. Donc, il y avait une autre idée. La première idée de Jean Nouvel n'était pas celle-là. Il avait voulu constituer une façade à partir d'une œuvre d'un artiste italien de l'arte povera, Luciano Fabro, dont il aimait une œuvre qui était en fait des feuilles de lierre trempées dans une peinture métallique. Et donc, on avait composé une façade avec une ossature et en essayant d'extrapoler à partir de cette œuvre. Un exercice difficile et dangereux, qui s'est avéré être une fausse piste, mais qu'on a emmené très loin, parce qu'on l'a emmené jusqu'au dossier d'appel d'offres quand même. Et donc, il y a eu un changement tardif, parce qu'il y a une remise en cause de ça, et on a opté pour une façade complètement différente. Donc, c'est un bâtiment de bureau qui est sur le quai Branly, c'est là où il y a toute l'administration du musée. Et donc, il était hors de question d'évoquer un bâtiment tertiaire avec des trames régulières et qu'on puisse assimiler justement ce bâtiment à du bureau. Et donc, voilà, on a créé cette façade végétale avec des grandes ouvertures. Et donc, l'échelle des ouvertures qui sont des grands carrés qui font 4 mètres par 4 mètres, voilà, c'est un changement d'échelle et il n'y a plus aucune connotation de bureau. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Dites-moi, au moment où vous vous dites, bon, il faut que j'aille voir Jean Nouvel, il faut que je lui dise, ces feuilles de lierre, ça ne va pas marcher. Comment ça se passe ? Oui, ben c'est ça. On introduit le problème et il faut qu'il mûrisse. Et puis voilà, on arrive après à des solutions. On a eu plusieurs cas comme ça sur le bâtiment. Les autres façades de ces bâtiments, des deux bâtiments administratifs, là, celui qu'on appelle le bâtiment Branly, qui est donc du côté du quai Branly, et puis le bâtiment Auvent, qui est le premier bâtiment intermédiaire, donc qui sont aussi des bureaux. Voilà, il y avait des façades qui étaient en bois, qui étaient des grands volets avec des persiennes en bois, et donc on avait dessiné quelque chose qui était assez bien dessiné, en iroko, avec des bonnes sections, tout ça. Et puis, au gré de l'appel d'offres, des recherches d'économie, tout ça a été passé en pain. On avait des grands volets qui faisaient 4,50 m et tout. Et quand on a fait le prototype, tout le monde a admis que non, ça ne serait pas possible. Ouais. Et donc là, s'est posé la question, et ce qui était bien, mais ça existe sur des projets comme ça, où il y a une vraie émulation de tout le monde, et y compris des entreprises. Tout le monde est conscient de participer à une expérience qui est assez exceptionnelle. Et donc, voilà, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, bon, ok, il y a un marché qui est signé, il y a des choses qui existent, mais on ne va pas réaliser ça. Et donc, tout le monde s'est remonté les manches. Et voilà, donc Jean Nouvel a proposé cette façade avec des sortes de brise-soleil en aluminium qui se soulèvent comme ça, avec un guide en métal orange, qui est très questionnant. En fait, l'idée, c'était de faire quelque chose qui réponde à la demande, c'est-à-dire d'avoir une occultation solaire extérieure qui tamise la lumière, mais que ça soit pas associé à quelque chose de connu, qui soit un objet manufacturé qu'on puisse retrouver ailleurs. Voilà, donc on a dessiné ça, et ça coûtait pas plus cher, et voilà, et ça donne une identité qui est très spéciale à ces façades-là.
Parmi tous les acteurs de cette aventure, il y a les entreprises aussi. Il y a ce monde ouvrier qui travaille, Oui, oui. ces artisans, et puis ces entreprises qui sont là aussi comme, j'imagine, force de proposition. Concrètement, Alors, déjà, il y a plein de types d'entreprises. oui. Il y a les grosses entreprises, il y a les petites entreprises. Donc, il y a les grosses entreprises, celles qui réalisent les fondations, gros œuvres, la charpente, les lots techniques et tout ça. Donc, ils sont des grosses majors avec qui le travail est intéressant parce qu'ils ont une très bonne maîtrise technique, mais en même temps qu'ils sont très procéduriers. Donc ça, c'était un chantier, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui était en lots séparés, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise générale qui prend tout et qui coordonne, c'était autant de corps de métier que d'entreprises. Donc vous vous retrouvez avec 40 entreprises et il faut les coordonner. Donc ça, c'est très compliqué. Et en même temps, ça donne beaucoup plus de maîtrise sur le chantier à l'architecte parce qu'il est l'interlocuteur direct de toutes les entreprises. Et donc, on discute avec tout le monde, avec le menuisier, le serrurier, le peintre. Tous ces gens-là, ils ne sont pas les sous-traitants de l'entreprise générale. Et voilà, donc ça fait quelque chose qui est plus intéressant pour nous, mais qui est extrêmement dur, avec énormément de pression, parce que bon, il y a des délais, il y a ça. Mais donc, sur ce chantier, il y avait donc tout type d'entreprises, voilà, avec beaucoup de discussions techniques. Sur les façades, par exemple, il y a à peu près 15 typologies de façades différentes, parce que l'idée, c'était que rien ne soit répétitif. Donc, quand on est au nord, on ne fait pas la même façade que quand on est au sud. Et si c'est une façade de musée, c'est pas pareil que si c'est la façade de la médiathèque ou du restaurant, ou ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on a développé des projets de façade, de décoration intérieure, et ainsi de suite. Ouais, ce que vous dites là d'ailleurs, et on l'entend depuis que vous nous expliquez toute cette aventure, Didier Brault, c'est qu'il y a ces missions d'un musée, c'est-à-dire exposer des œuvres et les rendre accessibles au public. Il y a la conservation, bien sûr, il y a l'administratif, l'accueil, le restaurant, etc. Et puis un musée, c'est aussi un endroit de recherche. C'est un endroit où le savoir se crée également. Et ça, c'est pris en compte dans ces différents espaces. Alors, c'était l'intérêt de ce programme, c'est qu'il est complet. C'est pas seulement un musée, en effet. C'est un lieu qui accueille aussi, par exemple, dans cet auditorium, il y a des arts vivants, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a une salle de cinéma, il y a des salles de cours, il y a de la recherche, donc avec une salle de lecture qui est sur le toit, mais également une salle, la salle Jacques Carchage, qui est au rez-de-chaussée, qui est en accès libre. Donc tout ça crée un outil très très complet. Et il y a également, dans le bâtiment université, des ateliers pour fabriquer les expositions, il y a des ateliers pour l'entretien des œuvres, enfin pour la conservation des œuvres, parce que les œuvres, elles circulent aussi. Il y a des œuvres qui viennent de l'extérieur, qui sont exposées ici, il y a des œuvres qui doivent sortir. Tout ça nécessite un outil très très complet. Avec des réunions de chantier. Donc j'ai bien compris, ils sont 40, il y a tous les corps de métier, tout le monde est là. Ça fait une bonne ambiance tout cela. Oui, c'est une ambiance quelquefois conflictuelle, mais il y a quand même un intérêt commun. Ouais. Même s'il y a des divergences, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Entre un client, un architecte et une entreprise, on est tous là pour construire le même objet. Et quelquefois, il y a des priorités qui ne sont pas obligatoirement les mêmes. Après, il y a des arbitrages qui se font. Voilà, mais c'est un milieu très dynamique. Avec d'autres expériences évidemment que vous connaissez dans votre carrière, comment situez-vous ce que vous avez vécu ici pour le chantier du musée du Quai Branly? Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé chez Jean Nouvel, donc ça fait 38 ans que j'y suis, donc j'ai fait toute ma carrière là, et tous les bâtiments sont différents, et tous les bâtiments sont globalement intéressants. Voilà, donc à chaque fois, c'est des aventures qui sont uniques. On ne reproduit rien, mais celui-là, il est très particulier. Il est très particulier parce qu'il était à Paris, parce qu'on avait une mission complète. C'est assez rare que tous les projets qu'on fait à l'étranger, par exemple, on a des missions qui sont beaucoup plus light sur toute la partie chantier. Là, on avait la maîtrise totale et la responsabilité totale de ce chantier. Donc c'était à la fois très lourd et en même temps, ça vous porte, quoi, parce que justement, on est au cœur de l'action et des décisions. Oui, et puis vous êtes au cœur aussi d'un projet. Et ce projet-là, ce n'est pas n'importe lequel quand même, parce que c'est exposer les arts et les civilisations d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie. C'est ce qui fait
le gros intérêt de ce type de projet, enfin les projets culturels en général, c'est que à la fois il y a une grande liberté d'expression formelle et en même temps il y a un sujet au cœur qui est passionnant. Voilà, que ce soit un musée, une bibliothèque, une salle de spectacle, et ainsi de suite, c'est vrai que c'est plus motivant que de faire des bureaux, des choses comme ça. Même si c'est très bien de faire... Oui, mais j'en ai fait des bureaux. Et on y apporte tout notre cœur aussi. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes aventures, c'est pas exactement les mêmes aventures. Et on ressent la motivation au niveau des entreprises et des bureaux d'études, et ainsi de suite. On ressent cette motivation, cette conscience de participer à quelque chose d'exceptionnel. Vous avez cité des noms, hein. Jacques Kershach, donc, qui est vraiment un personnage qui va revenir au cours de ces dialogues pour les 20 ans du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, Maurice Godelier aussi, anthropologue, Jacques Chirac lui-même, grand connaisseur de ses œuvres. Et vous, comment les avez-vous appréhendées? Comment les avez-vous découvertes? Parce que au moment de construire en lien avec la conservation de ces œuvres, un parcours, un récit, faut les connaître. Vous avez eu un rapport intime avec ces collections? Alors, moi, moins, parce que moi, je m'occupais plus du bâtiment lui-même que de la muséographie. Voilà, on se répartit le travail. Donc, il y avait Françoise Reynaud pendant les études et Isabelle Guéoïc pendant le chantier, qui était plus en charge de la muséographie. Mais bien entendu, moi je m'y intéressais aussi. Et en parallèle du chantier, il y avait le chantier des collections, c'est-à-dire que toutes les collections qui étaient à la Porte Dorée et au Musée de l'Homme ont été intégralement inventoriées, scannées, dorlotées, et ainsi de suite, pour leur rendre toute leur aura. Et donc il y a eu tout ce chantier des collections qui a permis justement de reprendre connaissance très précisément de la totalité de cette collection qui était immense et qui n'était pas très bien inventoriée. Je crois que ce qu'on disait, c'est que sur les 300 000, il y en avait 40 000 à peu près qui étaient véritablement bien documentés et qu'il y en avait beaucoup qui l'étaient très peu. Et voilà, donc il y a eu ce grand chantier des collections qui s'est fait en parallèle, qui s'est fait dans le bâtiment de l'hôtel Berlier qui était dans le 13e arrondissement, là, le bâtiment de Dominique Perrault, où il y avait plusieurs étages qui ont été loués. Et donc, pour à la fois traiter les objets et pour travailler sur la muséographie. Donc, il y avait une grande maquette, une très grande maquette qui faisait, je ne sais plus combien, 4-5 mètres de long, dans lequel il y avait la préfiguration de la position des œuvres qui allaient être installées. Et dans le même temps, Jacques Chirac avait voulu le pavillon des sessions au Louvre pour mettre dans un musée d'art, le musée du Louvre. Ça, c'était en effet une volonté politique dès le début de faire une préfiguration de ce que serait le musée du Quai Branly. Et donc, c'est en 2000, je crois, qu'il y a l'ouverture du pavillon des sessions avec une centaine d'œuvres qui ont été exposées. Voilà. Vous étiez attendu, hein. Non, mais parce que le chantier, on ne pouvait pas le louper, quand même, là où il était situé. Et puis, tout le monde en parlait. Et c'est vrai que cette aventure-là, c'est une aventure nationale, au sens où c'est un projet présidentiel avec une proposition qui, à l'international, était vraiment innovante. Et le demeure encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, c'est une approche qui est très particulière. Et qui est... Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un dessin qui a été fait pour le concours. Un dessin pour le concours, c'est un dessin qui projette un petit peu la personne qui regarde ce dessin comme visiteur du musée. C'est ça, c'est une ambiance. On reconnaît ce que sera la façade avec les croisillons en bois qui est là, avec des poteaux, avec des œuvres qui sont montrées. Et en fait, c'est une évocation. C'est juste une évocation. C'est un dessin qui n'est pas du tout technique, qui montre une ambiance et qui préfigure un peu ce que pourront être les émotions des gens qui visiteront le musée. Et ces émotions-là, elles sont au cœur, en fait, de tout ce que vous faites, avec l'idée que tout ce qui est technique ne doit pas se voir. Et c'est la force aussi le grand enjeu de ce musée. Parce que combien fait cette salle, elle fait combien de mètres carrés? 5000. 5000 mètres carrés. C'est quand même un peu zinzin de se dire, tiens, on va faire une salle de 5000 mètres carrés et que ça ne fasse pas un hangar gigantesque et démesuré, et surtout que tout tienne. Oui, c'est très dense.
Et donc, alors, bon, déjà, faire une salle de 5000 m², c'est totalement dérogatoire en termes de sécurité incendie. C'est pas du tout toléré. Je crois que c'est 1500 le maximum autorisé. Et donc, il y a eu un dialogue avec les pompiers pour apporter des mesures compensatoires pour obtenir ces dérogations. Et voilà, donc il y a toutes sortes d'installations qui ont été créées spécifiquement pour le musée et pour ne pas être en deçà des critères de sécurité. Mais donc on a cette grande salle et donc on a ce grand volume, mais en contraste, il y a les boîtes qui sont sur la façade nord et qui, elles, sont justement elles fonctionnent en contraste avec des échelles totalement différentes. Donc il y en a de différentes tailles, enfin elles sont toutes de tailles différentes, et elles ont tout d'un coup une échelle beaucoup plus petite et beaucoup plus intime parce que les œuvres qu'on va vous montrer dedans n'ont pas la même monumentalité, ne demandent pas le même recul ou la même lumière, ainsi de suite. Voilà, donc, et chaque boîte a été dessinée, c'est ce qu'on voyait à l'image d'avant, qui était un peu un éclaté de toutes les œuvres qui vont être montrées dans une boîte. On les a dessinées chacune individuellement, une par une, et elles sont toutes différentes. Donc on a ces espaces qui sont différents, et on a également un objet qu'on a créé à l'intérieur, qu'on appelle le serpent, qui est un meuble dont les formes évoluent sur sa longueur, et qui permet de guider un peu la circulation, sans être trop dirigiste, au sein des différentes aires géographiques, mais avec des porosités et avec des fonctions multiples. Donc il y a des assises, il y a des écrans, il y a toutes sortes de choses dedans. Et voilà, il accompagne la découverte. Pour ne pas être complètement perdu non plus, faut pas que ça soit un hangar. Mais c'est exactement ça, c'est une variété d'espaces à l'intérieur d'un seul espace, il faut y accéder. Alors là, il faut réfléchir aux moyens d'aller jusque-là. Donc l'idée, c'était de créer une transition entre l'espace extérieur. On est dans la ville, on est à Paris, voilà, il y a un climat, il y a une ambiance de bruit, de choses comme ça. Et donc, on ne va pas juste pousser une porte pour rentrer dans le musée. Et donc, on va prendre cette rampe qui fait, je ne sais plus combien elle fait, 120, 140 mètres de long, qui s'entortille autour d'un cylindre dans lequel il y a les réserves d'ethnomusicologie. Donc on fait le tour, on traverse, on surplombe les expositions temporaires, et puis on rentre dans ce qu'on appelle le ventre du musée. Donc, et tout d'un coup, la circulation se réduit un petit peu en largeur, la lumière s'assombrit, et on entre dans les collections permanentes. Et donc c'est toute cette transition qui doit opérer pour changer d'un état à un autre et ne pas être projeté violemment dans cette ambiance. Ici, et vous nous l'avez bien dit Didier Brault, la muséographie fait partie aussi des missions globales de la construction du musée. Ça nécessite de prendre en compte les couleurs, les peintures, les lumières, ces ambiances-là. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Ouais. Du détail de projection sur un mur ou d'une lumière mal placée change complètement le regard qu'on peut porter sur une œuvre. Oui, alors sur les œuvres elles-mêmes, c'est d'une précision diabolique. Pour l'éclairage, il faut ne pas avoir de reflets, il faut éclairer uniquement ce qu'il faut éclairer, et ainsi de suite. Il y a des niveaux d'éclairement qui sont requis. Voilà, donc ça, c'est très très précis. Après, sur le reste, c'est sur tout ce qui est ambiance, nature des sols, des plafonds, des couleurs, et ainsi de suite. Oui, c'est un travail qui s'est fait, qui est un travail assez artisanal, et qui s'est beaucoup fait sur le chantier. Donc on travaille avec des graphistes pour déterminer des couleurs, pour les associer entre elles, et pour créer aussi des motifs géométriques. Ça. Tout le sol, par exemple, du musée, c'est du lino, donc un matériau assez banal, assez ancien, et c'est tout un dessin sur les 5000 m², et qui représente un peu la projection de la lumière du soleil au travers de la résille de la façade. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas faire un sol qui soit banalisé, et de faire un sol spécifique qui soit là pour cet endroit. Oui, puis ouvrir le regard, hein, vous nous l'avez dit avec justesse,
là où l'on se trouve dans les collections, nous pouvons aller d'un espace à l'autre et voir, c'est-à-dire que rien n'est cloisonné, décloisonner les choses. Ici, il y a quelque chose d'émouvant de se dire que nous sommes dans le théâtre Claude Lévi-Strauss avec cet espace qui est, comme vous l'avez rappelé, un lieu de création aussi, un lieu d'échange, ce qui se passe là, maintenant, en ce moment. Merci d'être avec nous. Et l'ensemble forme le musée. C'est pour ça que c'est important de bien rappeler que ce projet-là n'est pas simplement un lieu de conservation et d'exposition, c'est cet ensemble qui doit être pris en compte en pensant aux personnes qui vont le visiter avant tout ou aux œuvres avant tout. En fait, les deux de manière égale, parce que l'un ne va pas sans l'autre, sinon on est juste dans un espace de réserve et de stockage. Oui. Donc l'idée, ce qu'on a cherché, c'est à donner une expression à tous les lieux. Donc il y a eu plein de micro-projets dans le projet. Et l'auditorium en fait partie. Donc sa particularité, c'est d'avoir une scène centrale. Il y a du public qui peut se développer tout autour. Et il n'y a pas de mur autour de l'auditorium. Il y a des rideaux. Donc on a fait en partenariat avec Issey Miyake, qui a fait le drapé des rideaux. Et tous ces rideaux coulisses vont se ranger. Et tout d'un coup, tout le foyer appartient au même espace. Et s'ouvre sur le théâtre de verdure qui lui est à l'extérieur, où il y a également des gradins et où les spectacles peuvent également se déployer. Et donc c'est un lieu qui est très très évolutif, qui permet de faire des choses très très différentes. Et voilà. Dans quelques minutes, des micros vont circuler. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Didier Brault, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup dans cette histoire, l'histoire d'un chantier. Obligatoirement, c'est une histoire de galère. Un chantier, il y a toujours une galère. Mais on sait comment c'est. Enfin, le bâtiment, c'est ça. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Il y en a eu des grosses, là, ici? Il y a eu des problèmes techniques qui arrivent au mauvais moment, vers la fin, où il commence à y avoir, ça devient très compliqué. Il y a tous les corps d'État ensemble. Bien entendu, on n'est jamais complètement dans les délais, et donc il y a une pression énorme. Il y a un moment, quand on fait un bâtiment comme ça, donc qui est un projet présidentiel, la date d'inauguration, il y a un moment où il faut l'arrêter parce qu'elle sera inaugurée par le président de la République, avec ses invités, avec d'autres chefs d'État, avec plein de personnalités. Et donc la date, on la bloque très longtemps à l'avance. Et quand on l'a bloquée, on ne peut plus la bouger. Donc le chantier devient très compliqué parce qu'il n'y a plus d'échappatoire. Donc voilà, donc il y a eu des galères, des méga fuites à des moments où déjà tout est très avancé. Tout d'un coup, il y a un truc qui pète, et tout le cylindre là, il y avait une colonne d'eau qui descendait. Bon, on a survécu à ça c'est terminé, mais c'était voilà, c'est en effet les galères de chantier, mais il n'y a pas eu de, enfin, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais il y avait vraiment cette volonté d'aboutir, donc. Quand on visite le chantier 2 mois avant la fin, on se dit que non, c'est impossible. Jamais ça sera fini, quoi. Et on l'a fini pour l'inauguration, le 20 juin 2006. Il a ouvert au public le 23 et il n'a plus jamais fermé. Parce que ça arrive qu'on livre un bâtiment, on fait l'inauguration et puis on referme 6 mois derrière. On referme pendant 6 mois pour terminer. Là, il n'a pas refermé, mais je trouve que le bâtiment, 1 an, 2 ans après, il était mieux qu'à la fin quand même. Parce que, obligatoirement, il y avait des choses à terminer. Il y avait des choses qui étaient un peu mal faites. C'est un bâtiment qui est assez plein de subtilité et de fragilité. Donc il y a des choses qui se sont terminées sur la longueur. Et ça, je remercie toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage d'avoir eu qui a cet amour du bâtiment qui fait qu'il y a un entretien et qui est extraordinaire. La grande chance, ça a été qu'il y a eu un président qui était Stéphane Martin, qui était là avant, c'est-à-dire qu'il a fait le programme, la préfiguration, tout ça. C'est lui qui a constitué l'établissement public, qui a été là pendant toute la période des études et du chantier et de l'exploitation après. Et d'avoir cette continuité, ça, c'est très très bien. Parce qu'il n'y a pas de... Ça arrive quelquefois que sur des bâtiments, il y ait des remises en cause parce que les gens n'étaient pas là pendant la conception et donc ils ne comprennent pas pourquoi c'est fait comme ça et voilà, qui changent ou qui... Non, là, il y a eu cette véritable continuité. Quelle a été la réception
de ce bâtiment, parce qu'il a été très commenté, bien sûr, il était attendu au moment de l'inauguration, ce qui est dit dans la presse. Comment l'avez-vous vécu? Disons que l'accueil, alors ça dépend, il y a deux types d'articles, enfin même plus que deux types, mais il peut y avoir des articles grand public qui étaient plutôt très favorables. Il y a des articles plutôt sur l'architecture qui étaient assez ironiques, mais bon, ça c'est le milieu aussi qui veut ça. Ils sont taquins, les et après, il y a les articles sur l'aspect musée, sur les collections et ainsi de suite. Donc là, après, ça dépend des approches. Il y a des articles qui étaient très élogieux, il y a des articles qui sont très critiques, parce que les approches sont très différentes aussi suivant les pays. L'approche anglo-saxonne n'est pas la même que celle en France. Et voilà. Après, moi, c'est pas complètement mon domaine, ça. Mais oui, il y a eu un accueil qui était... C'est pas, disons, un bâtiment enfin un projet qui fait l'unanimité, mais parce qu'il est très questionnant, parce qu'il a une expression qui est très très forte, qui renvoie pas à des choses non plus connues. Voilà, donc ça questionne beaucoup. Par contre, il a eu un accueil public qui était très très favorable. Ah oui, puis on voit bien, vous nous l'avez dit, qu'il y a la volonté de créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que depuis, parce que tout le monde l'a regardé dans le monde entier, vous voyez pas des inspirations, mais des choses qui viennent d'ici? Pas véritablement, non. Non, je pense qu'il reste unique. Et que non, mais il n'a pas vocation non plus à faire école. Le principe, c'est quand même de faire un bâtiment, justement, complètement spécifique à un lieu, à un programme. Voilà, donc il n'y a pas de raison non plus qu'il se répète ailleurs. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il est invisible, ce bâtiment. Oui, tout à fait. On ne le voit pas, ouais, alors qu'on le voit. Oui, on est en dessous de la hauteur qui était autorisée, ce qui est quand même assez rare. On pouvait monter plus haut. Donc le projet, il s'est glissé dans un tissu urbain, malgré, disons que son expression architecturale en vis-à-vis de bâtiments haussmanniens ou autres qu'il y a autour, il est en rupture totale par rapport à ça, mais il se glisse dans un gabarit, son inscription en plan est totalement en adéquation avec le lieu où il est, et donc oui, il n'est pas hyper démonstratif et monumental, mais voilà, il s'inscrit dans son jardin, parce que c'était un projet à la fois de paysage et de bâtiment, et donc la grande chance, c'est que le jardin se soit aussi bien développé. Quand vous revenez, vous vous dites on a bien bossé quand même. Oui, c'est une vraie satisfaction. Ouais. Et surtout de voir que le bâtiment s'est bonifié et de voir aussi les petites transformations qui ont pu exister. Et ce que je disais au début, c'est comme c'est un bâtiment qui accueille des expositions temporaires et des spectacles et ainsi de suite, on voit aussi la façon dont il est accaparé par des artistes. Et ça, c'est très agréable, c'est très satisfaisant. Et par le public. Aussi, oui. Et par le public. Quand vous revenez, vous parlez du fait qu'il se soit bonifié, ce bâtiment, mais comme beaucoup de bâtiments, avait besoin de vivre et d'être occupé par tout le personnel d'ici, qu'il soit administratif, le personnel de conservation, etc., et par tous les visiteurs, les visiteuses. C'était aussi important pour voir les petites choses à faire évoluer par rapport à ce qui avait pu être prévu au début. Oui. Oui. Après, il y a des choses qui sont toujours compliquées, qu'on a du mal à faire, mais ici, il y en a vraiment très peu qui n'ont pas abouti, quoi. Bon, ici, on ressortait les documents du concours, et qu'on compare à aujourd'hui, ça va, on se retrouve un peu où c'est... Mais complètement. Complètement. Ah oui. On regarde les quelques images qui ont été faites au début. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la promesse a été effectivement tenue. Moi, c'est mon point de vue. Ouais. Après, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour le dire, mais je manque peut-être un peu de recul. Mais oui, on est exactement dans l'ambiance qui était recherchée au moment du concours.
Et de toute façon, on va pouvoir lancer un échange avec le public ici. Merci vivement à vous déjà, Didier Braud, de tout ce que vous nous avez dit, parce que c'est merveilleux de suivre cette aventure de ce début et d'un terrain vague à ce qu'est aujourd'hui le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors, les micros sont là, moi je les vois. En haut, n'hésitez pas à faire signe. Levez la main si vous avez des questions, monsieur. Bon, Allez-y, donnez, et j'entends quelqu'un qui parle. Ouais. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vais avoir quelques petites questions, justement, quand on va dans ce niveau de détail, ce niveau de précision, et cet amour pour parfois la belle matière. Comment on fait pour prolonger ça dans le temps ? Je pense récemment, il y a eu une nouvelle exposition temporaire qui a été générée, j'aurais pas son nom de famille, par Jean-Jacques et William. Justement, ça posait des questions de comment, avec une matière existante aussi forte, on réussissait à réinterpréter et à re-rentrer dans une continuité du projet. Alors, ouais. Allez-y. L'expression qu'on a cherché à donner au musée, donc elle est très forte sur tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment, sur les collections permanentes et sur le lieu des expositions temporaires. Ce qu'on a cherché à faire, c'est d'avoir un lieu qui soit quand même suffisamment neutre pour accueillir des expositions temporaires et qu'elles puissent s'exprimer. Donc le bâtiment blanc qui est tout en courbe, qui est au rez-de-chaussée, donc là où il y a les grandes expositions temporaires, sur 2000 m², c'est un lieu, il y a une façade qui est un peu plissée, mais sinon, l'expression, on est resté dans des matériaux très neutres, tout est blanc. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir accueillir tout type d'exposition et qu'il puisse y avoir une interprétation de la part des muséographes qui font ces expositions temporaires. Après, sur les mezzanines, où il y a des plus petites expositions temporaires, c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire la part des choses avec l'ambiance du musée qui est très présente, mais c'est plus réduit. Sur les mezzanines, effectivement, on est dans l'ambiance du musée nettement par rapport aux expositions temporaires, les grandes expositions temporaires, avec un choix aussi fort, aussi innovant et aussi original. À quel moment l'architecte commence à se dire faut que ça vieillisse bien? Le vieillissement, en effet, c'est la pérennité la pérennité des matériaux qu'on utilise, c'est aussi l'entretien. Ce qui est important sur un bâtiment comme ça, qui est soumis à l'usage du public, au renouvellement des expositions, à toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un entretien qui soit conséquent. Après, il y a des matériaux qui ont plus ou moins de pérennité en fonction de... Enfin, ça dépend ce que c'est. Si on parle de la structure, de la façade ou du second œuvre, c'est des choses différentes. Il y a des bâtiments, il y a des matériaux de sol, de peinture, des choses comme ça qui sont amenés à évoluer et à être refaits. Mais ce qui est tout à fait normal avec ce qui est normal. Mais le choix de techniques innovantes et de techniques traditionnelles aussi. Il y a un mélange entre les deux. En effet, il y a des choses très très innovantes en termes de structure, de façade, des choses comme ça. Et puis il y a des choses très traditionnelles. J'évoquais le linoléum pour le sol du musée, mais c'est également toute la sous-face du musée c'est un enduit plat très chaud, qui est un enduit traditionnel avec lequel on fait les façades parisiennes, qui a été projeté et tiré à la règle de façon tout à fait traditionnelle et qui a un matériau pérenne qui correspond au climat parisien. Alors, il y a d'autres questions, et puis je vous laisse donner le micro à quelqu'un d'autre en attendant. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Vous avez précisé que le projet était resté en dessous de la hauteur qui était autorisée. Pour quelle raison ce choix? Alors, je précise que je suis un fan du musée, qui est un peu ma résidence secondaire en raison de la multitude des expositions temporaires, et en particulier en mezzanine. C'est vrai que parfois on se sent un peu à l'étroit en mezzanine. Et pourquoi donc ce choix de rester en dessous de la hauteur? Alors, c'est en dessous de la hauteur pour certaines parties du bâtiment. C'est-à-dire que, bien entendu, l'empilement critique, disons, c'était celui de la terrasse
du musée avec le musée et le vide qu'il y avait en dessous. Et donc là, on était en effet très contraint. C'est pas là où on a gaspillé de la hauteur. C'est plus sur les bâtiments administratifs où on aurait pu aller un peu plus haut, mais la terrasse du musée, elle, on ne pouvait pas aller au-delà. Et donc, c'était en effet la question d'arriver à loger toutes ces charpentes métalliques, toutes les gaines. Il y a plein de réseaux pour climatiser. Les œuvres sont très fragiles, donc il faut qu'il y ait une température ambiante qui soit constante, une hygrométrie pareil. Donc, il y a beaucoup de gaines au-dessus, en dessous. Voilà, tout ça est très contraint. Et après, Jean Nouvel a toujours aimé un peu les contrastes de hauteur. À l'Institut du Monde Arabe, c'est encore pire. Hein. Il y a une entrée. L'entrée, elle est à 2 mètres. Et puis après, on passe l'entrée et tout d'un coup, ça s'ouvre. Et cet effet de contraste, il est quand même très intéressant aussi pour justement révéler cette grande hauteur. Parce que, en fait, si on l'a tout le temps, on s'en aperçoit quasiment pas. Donc voilà, après, il peut y avoir un sentiment, je sais pas, d'oppression un peu par rapport à certaines hauteurs. Mais on a quand même une hauteur assez importante. On a un plafond en même temps qui est assez archaïque, qui est juste des plaques de métal déployées qui sont suspendues. Et justement, la volonté, c'était de ne pas avoir quelque chose de trop présent et d'avoir un peu de profondeur sur toute la hauteur avec la charpente métallique, mais sans que ça soit non plus trop présent. Voilà, donc après, c'est des questions un peu d'ambiance et de sensibilité. Ouais. Et puis il y a tout ce qu'il y a à dissimuler, parce que vous l'avez évoqué, c'est cet aspect technique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont capotées, emballées avec des enduits. Et donc, oui, ce qu'on souhaite, c'est ne pas le voir. Mais pareil pour le jardin, hein, un bâtiment, tous les locaux techniques sont en sous-sol. Donc, il y a des milliers de mètres carrés avec des grosses centrales de traitement d'air, avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ces locaux, ils ont besoin de grilles, de prises d'air et de rejets d'air. Et on a réussi à les dissimuler pour que ça soit invisible. Il était hors de question de les mettre en toiture et d'avoir des édicules sur les toitures. Il était hors de question d'en avoir dans le jardin. Et donc, alors moi je sais où elles sont, donc je les vois, mais je pense qu'elles sont assez intégrées globalement pour que justement on ne les ressente pas comme des choses un peu hétérogènes qui viendraient gâcher le plaisir de l'architecture. Bah oui, là où il y a de la gagne, il n'y a pas de plaisir. Blague d'architecte. Bonsoir à tous. Alors, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la forme du musée. Alors, c'est la forme d'une tortue, en fait, qui rappelle plusieurs cultures plutôt orientales. Donc, je souhaiterais savoir si c'était un choix de Jean Nouvel, qui s'était documenté, ou en lien avec ses dialogues avec les conservateurs, ou si c'était Jacques Chirac qui avait aussi, comme il était très attaché aux arts asiatiques. Et ce choix plutôt oriental, on le retrouve aussi dans le jardin, puisqu'il y a une bambouserie. Donc voilà, ma première question. Je voudrais aussi revenir sur la paroi en verre, là. Donc je trouve que c'est vraiment très réussi, parce que c'est une forme de modernité, alors que dans le musée, c'est plutôt des arts premiers ou anciens. Voilà, il y a plusieurs formes, on peut les appeler de diverses façons. Et ma dernière question, c'était sur l'ambiance. Alors c'est vrai qu'on est plongé, quand on arrive là sur le plateau des collections, dans une plutôt, c'est dans un peu obscur. Donc je me demandais si c'était pour protéger les œuvres, mais aussi je pense que c'est pour un peu une forme de mystère. On est envoûté par tout ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, non? Enfin, je crois que c'est un mix de tout ça, non? Oui, tout à fait. Merci. Je vais répondre dans l'ordre. Allez, on commence avec la tortue. La tortue, alors la tortue, ça vient de Gilles Clément, c'est lui qui a amené ce thème, le paysagiste qui a conçu le jardin, donc il était là depuis le début, et donc c'était un thème qui voulait exploiter, qui est en effet assez transversal, transcivilisationnel, et voilà, donc il y a des tortues qui ont disparu, parce qu'il devait y avoir une tortue dans le jardin en métal, je crois, qui ne s'est pas faite pour des raisons de budget et autres, mais voilà, bon, c'était quelque chose qui existait un peu dans la discussion sur la morphologie. Après, la forme du bâtiment,
Bon, il y a l'idée de la carapace et des choses comme ça, mais les formes, elles sont plus héritées du contexte de la morphologie urbaine, donc notamment de la courbe de la Seine, de la ligne brisée de rue de l'Université avec une faille qui s'ouvre sur la Tour Eiffel. Voilà, c'est plus des choses qui sont en relation avec leur environnement. Après, chacun y voit... Ça ressemble à des écailles au-dessus, dites-vous. Après, le restaurant, la verrière du restaurant, l'idée, c'était plutôt une aile de libellule. Mais voilà, donc il y a un peu des thématiques... Libellule, une tortue, ça se ressemble. Qu'en est-il du verre? Alors, la grande palissade de verre, c'est une façon de répondre à cette règle du plan d'urbanisme, qui est de dire qu'il faut construire à l'alignement. Et donc, c'est une réponse qui n'est pas exactement celle qui est attendue par le plan d'urbanisme, mais donc de faire cette grande clôture. C'était aussi une façon de protéger le jardin et de compenser le bruit de la circulation qu'il pouvait y avoir sur le quai Branly. Donc on a fait deux grands écrans et un en retrait qui forment une chicane. Et cette chicane, c'est à la fois quelque chose qui existe dans toutes sortes de thématiques dans l'architecture un peu partout, et c'est une fonction également acoustique pour piéger le son. Et donc ça fonctionne très bien. Quand on est dans le jardin, on n'entend quasiment pas les voitures qu'il y a sur le quai. Ça ferme. C'était aussi une façon d'avoir une expression possible sur cette façade-là. Voilà. Et c'était, alors pour le coup, ça existait un peu à la Fondation Cartier, pour des raisons quasi identiques. Enfin, la Fondation Cartier, c'est parce qu'on ne pouvait pas couper les arbres, donc on ne pouvait pas s'implanter en limite, donc le bâtiment est en retrait. Et donc il y a cette façade également qui répond à la règle du PLU. Et autre chose qui a été évoquée, la conservation des œuvres, parce que nous avons ici des œuvres très fragiles par les matériaux. Oui. Il y a du végétal. D'ailleurs, il y a des rotations d'œuvres parce qu'en fait, elles ont le droit à un quota de lumière, et après, on les remet dans les réserves, on les remplace. Alors, heureusement, il y a une collection qui permet de faire ça ici. Mais oui, c'était la condition. Donc, la façade qui est au nord, elle laisse passer 1% de la lumière. Donc, c'est très très peu, et la façade sud, c'est un tout petit peu plus, mais à peine. Et donc la première raison de l'ambiance, c'est la préservation des œuvres, et après ça correspondait tout à fait à ce que recherchait Jean Nouvel en termes d'ambiance. C'est une façon en n'ayant pas une lumière trop puissante, ça gomme un peu les limites, ça crée des ambiguïtés, du flou. On voit moins toutes les gaines, toutes les grilles de soufflage, ces choses-là. Tout ça se perd un petit peu dans l'ambiance qui est très atténuée. Alors, il y a une question ici. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. J'avais deux petites questions toutes simples. Vous aviez parlé de l'Institut du monde arabe et vous avez parlé également du musée du quai Branly. Je voulais savoir, entre les deux, parce que on regroupe également des œuvres, est-ce que vous avez trouvé, en termes d'innovation, est-ce que vous pensez que vous avez plus innové sur l'Institut du monde arabe ou alors sur le musée du quai Branly? Et puis, deuxième petite question toute simple, c'était, on a parlé tout à l'heure d'un terrain vague. Alors, est-ce qu'il y avait quand même des bâtiments et à qui ça appartenait, le terrain ici, tout simplement? Merci. Alors, où est-ce qu'il y a le plus d'innovation, c'est vraiment pas la question qu'on se pose. C'est-à-dire que la façon dont fonctionne Jean Nouvel dans son architecture, c'est véritablement d'utiliser les technologies au maximum de ce qu'elles peuvent proposer, mais au service d'un projet architectural. Donc, à la base, il y a une idée architecturale. Et pour répondre à cette idée, on va utiliser des technologies. Voilà. Donc, il y a des endroits, par exemple l'Institut du monde arabe avec la façade en moucharabier, où il y a une expression technologique qui est très très forte, très, très présente, et en même temps sur un motif qui, lui, est très traditionnel. Voilà. Donc ça, il aime beaucoup. Donc le bâtiment de l'Institut du monde arabe, il a également ses prouesses technologiques dans la structure, parce qu'elle est assez compliquée, mais ça ne se voit pas obligatoirement. Et sur le musée du quai Branly, c'est, disons, moins démonstratif, je pense. C'est-à-dire que si on n'a pas
Enfin, je pense qu'un ingénieur qui voit les boîtes en porte-à-faux, il doit se dire « Oh, ça doit être compliqué à faire », mais tout un chacun, je pense, n'a pas cette réflexion-là, et c'est vraiment pas la volonté de l'architecte d'être démonstratif d'un point de vue technologique, mais plutôt de surprendre et d'avoir des objets qui flottent malgré leur poids, et qu'on ne se pose pas la question de savoir comment ça flotte, mais juste de s'émerveiller que ça soit là, comme ça, en porte-à-faux, que ça puisse être assez léger, et que voilà, c'est ça qui est réussi. Et si c'est visible, bah, ça perd un peu de sa magie. Mais après, c'est des questions d'école d'architecture, quoi. Dans la question, il y avait aussi l'idée du bâtiment ou des bâtiments qu'il a fallu détruire pour construire. Il y avait quelque chose vraiment à... Non, enfin, ils avaient commencé les terrassements du centre de conférence international, mais avant, bah, il y avait ce bâtiment du ministère de l'économie qui étaient des bâtiments, je ne sais plus, qui étaient des bâtiments R+2, mais vraiment des bâtiments provisoires qui avaient été construits mais après, avant le bâtiment, je crois que Rodin avait des ateliers sur le terrain, mais que pareil, étaient des bâtiments assez éphémères. Voilà, et le terrain appartient à l'État. Il a toujours appartenu à l'État. Quand on creuse, la France dispose d'un service que le monde entier nous envie, c'est l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Non, mais c'est vrai, en France, dès qu'on creuse, archéologue. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici ou pas? Ils sont venus, ils n'ont rien trouvé de majeur. Si? Enfin, ils ont trouvé des choses, donc il y a eu des fouilles de l'INRAP, et ils ont trouvé une pirogue, mais qui était dans un état qui ne permettait absolument pas de l'extraire. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour la faire apparaître, mais elle n'était pas du tout transportable. Et donc il y a eu une occupation en fait très, très ancienne. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est en milliers d'années qui était à cet endroit-là, donc qui étaient des zones assez marécageuses, mais avec une présence assez très, très ancienne. La pirogue, c'est vrai, a beaucoup marqué. Ça a été un des moments aussi où la presse a relayé ce chantier-là, sachant qu'ils n'ont rien trouvé qui empêchait le chantier. Non. Voilà, c'est ça. Oui. Heureusement. Hein. Oui, c'est toujours le risque. Déménager. Après, ça peut être intéressant. Alors, en général, ça freine pas mal le chantier, mais ça peut être intéressant d'intégrer ces choses-là dans le bâtiment. Ouais. Alors, il y a une question par ici, j'ai vu, monsieur. Si vous permettez, 2 questions. Une sur le budget, on va dire, de la phase opération, déconstruction, réalisation, et une sur la phase maintenance-exploitation. Donc, sur la partie travaux, est-ce que vous pouvez nous donner des ordres d'idées de grandeur, des coûts, des délais, des surcoûts voilà. Bon, ça c'est le contribuable qui parle. Et aussi sur la question maintenance-exploitation, là on va dire c'est un peu les préoccupations du moment avec la qualité ou les performances énergétiques et environnementales. Alors à l'époque on en parlait peut-être moins, même si on en parlait déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments d'intérêt généraux compréhensibles pour tout un chacun? Sur le coût du bâtiment, qui est le sujet extrêmement polémique, notamment sur tous les projets culturels, c'est pas du tout un scoop, hein, ça a été très documenté par la Cour des comptes, par des rapports du Sénat, c'est que les budgets pour les projets culturels sont largement sous-estimés au moment où ils sont votés. C'est un fait, ça permet sûrement de les voter. Et après, le projet suit son cours. Voilà. Et donc, entre le budget initial et le budget final, oui, il y a un dépassement qui est conséquent, qui est pas... Mais, enfin, moi, je suis de parti pris parce que je suis architecte. Donc, au final, le coût du bâtiment, si on le ramène au mètre carré, il a un coût normal par rapport à ce type de projet. C'est pas dispendieux. Voilà, c'est le budget initial qui est sous-estimé. Et donc ça crée des difficultés parce qu'on est obligé de travailler avec ce budget, il faut l'amender, il faut trouver des relais et ainsi de suite. Donc voilà, il y a des façons de faire qui existent. Hein. Ça, c'est un travail de maîtrise d'ouvrage. Et ça a suivi son cours. Ce qui a été bien sur ce projet-là, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir et le rapport quelquefois conflictuel avec les entreprises, il n'y a pas eu de contentieux.
Donc il n'y a pas eu c'est pas allé au tribunal, il n'y a pas eu de longs débats et d'indemnités colossales pour les entreprises, parce que ça a été géré pendant le chantier et que voilà, il y a eu des travaux supplémentaires qui ont existé, qui ont été gérés au fil de l'eau et qui n'ont pas nécessité de réclamation au final. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est pas souvent. Voilà, après, savoir si c'est de l'argent bien utilisé, Oui. c'est pas à moi de le dire. Mais si, non, mais on le voit bien, mais c'est vrai que ça a été des débats alors, dans la presse, et pas seulement, parce que la Cour des comptes s'en est occupée, et pour les chiffres, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais enfin bon, on sait que ça a été plus que le coût estimé au début. C'est plus que le coût estimé. Après, il y a des façons de faire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des concessions qui ont été faites, notamment pour trouver des financements pour, par exemple, le restaurant, la librairie, le parking, qui font partie du projet globalement, ont été financés par des intervenants extérieurs, et ça a permis d'apporter des financements complémentaires, ce qui n'était pas obligatoirement prévu au départ, mais ce qui a été une très bonne solution. Et un autre aspect de la question, c'est pour aujourd'hui, et notamment en écho aux préoccupations d'aujourd'hui, on parlerait de normes ou de contraintes, ce n'était pas les mêmes. Il n'y avait pas les mêmes labels environnementaux, donc, mais le sujet existait à l'époque. Donc on a un bâtiment qu'on a conçu pour être le moins énergivore, donc on a des façades qui sont performantes, voilà. Donc ça, on l'a véritablement travaillé. Après, il y a une véritable compacité du bâtiment qui fait que justement, il ne développe pas trop de façades et que ça permet de limiter ces déperditions et de limiter aussi beaucoup les apports par des façades qui sont assez épaisses. Et donc le fait de stopper les apports d'énergie à l'extérieur, plutôt que par des traitements de vitrage ou des choses comme ça, c'est très économique. Après, l'autre intérêt, c'est d'être à Paris dans ce quartier et de bénéficier des réseaux urbains, que ce soit pour la chaleur ou pour le froid. Donc il y a le CPCU, qui est le chauffage urbain, et Climespace, qui est le réseau de climatisation. Et donc le froid et le chaud sont faits à l'extérieur. Donc ça a deux avantages, c'est que justement la chaleur est faite en brûlant des ordures, que le froid est fait grâce à l'écart de température avec l'eau de la Seine. Et donc ça, c'est des très bonnes solutions. Et en plus, ça nous permet de ne pas avoir ni de chaudière, ni de groupe froid, qui sont des choses très contraignantes dans un bâtiment. Et voilà, donc on se branche sur les réseaux, et de ce côté-là, c'est un bâtiment qui est bien équipé et qui est économe. Bonne nouvelle. Madame. Allez-y. C'est monsieur. Ah, monsieur, je ne vous vois pas parce qu'en fait, on a la lumière en plein visage. C'est pas grave. Vous avez souligné la grande sophistication technique et des technologies dans la conception du projet. Comment conciliez-vous ça? Est-ce qu'il y a une rupture avec les objets présentés dans ce musée? Est-ce que ça vous paraît être dans la continuité ou en contraste avec la conception de ceux qui ont construit, qui ont fabriqué les objets, certains des objets culturels qu'on peut voir? Alors, je ne pense pas que la question se soit posée véritablement comme ça. C'est-à-dire que la volonté de Jean Nouvel, c'était de créer un cadre qui soit en harmonie avec les objets qui sont présentés. Et donc en termes d'ambiance, de matériaux visibles, et pour arriver à ce résultat-là, il a utilisé des technologies, mais qui du coup ne sont pas visibles. L'aspect le plus complexe, c'est sûrement celui de la charpente métallique, qui par la forme du bâtiment nécessite d'avoir recours, alors pas tellement en termes de réalisation, mais plutôt de calcul, où il y a une modélisation qui est très complexe, parce qu'on ne peut pas isoler de morceaux, tout fonctionne ensemble. Tout est interactif à cause de cette forme. Et on ne peut pas isoler une trame et dire, voilà, je dimensionne une trame, et puis après je l'extrapole à l'ensemble. Je fais un objet avec une forme très complexe, et tout, si j'appuie à un endroit en mettant une charge, ça peut avoir des répercussions un peu partout. Donc cette modélisation, elle a été faite avec les outils qu'on avait déjà à l'époque, qui étaient moins performants que ceux qu'on a aujourd'hui, mais qui permettaient de le faire. Donc ça, c'est quelque chose où on utilise de la technologie, mais
elle n'interagit pas directement avec les œuvres qui sont montrées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, mais c'est un dialogue effectivement obligatoire entre le travail des architectes et la muséographie. De toute façon, Oui. Vous l'avez dit, et toutes ces contraintes techniques pour créer cette salle démesurée, dont on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une grande salle, avec tous ces espaces et ces dialogues, et la conservation des œuvres. Non, mais le projet est fou, parce que c'est vrai qu'on a commencé à discuter avec un terrain vague. Il y avait une pirogue cachée dessous. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Il nous reste juste quelques minutes. Didier Brault, dans la fierté que vous pouvez avoir d'avoir participé à cette aventure-là, ça vous est arrivé de vous glisser parmi le public et d'écouter un petit peu ce qui se dit? Ici, non, je n'ai pas... Ailleurs, oui. Oui, enfin, ça m'est arrivé dans d'autres bâtiments, mais enfin, par hasard. C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai recherché. Après, moi, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec des interlocuteurs sur les bâtiments, que ce soit d'autres architectes ou des gens qui ne sont pas architectes, qui sont utilisateurs ou n'importe qui. Oui, j'ai plaisir à ça, à débattre de ça. Après, je me suis pas glissé dans le musée pour... Non, ça va. Non, pour écouter ça, mais après... ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question. En tout cas, l'aventure des 20 ans se poursuit, parce que le prochain dialogue du Quai Branly, c'est avec Stéphane Martin et Claude Chirac, ici même, dans une semaine. Pour, là encore, maintenant que grâce à vous, nous l'avons, ce bâtiment, il est là et nous en avons compris la fonctionnalité, là, on va pouvoir, après, dans le dialogue suivant, voir comment cette aventure a été lancée avec l'accueil du public, mais je vois qu'un micro a été saisi. Bonsoir et merci. Quand vous avez parlé de la construction du musée, vous avez dit que certaines œuvres monumentales avaient été emmenées avant la finalisation de tous les murs. Et on parle de plus en plus en ce moment de restitution. Ça veut dire que certaines œuvres sont emprisonnées en fait ici, quelque part. Non ? Rien n'est impossible. Hein. L'une des œuvres qui avait été mise en place, qui était la pierre lyre du Sénégal, je crois qu'elle n'est plus exposée. Elle était juste au débouché de la rampe. Voilà, donc elle a été préposée à cet endroit-là parce qu'elle était très lourde et ainsi de suite, mais ça n'a pas empêché de la bouger ultérieurement. Après, c'est une question de moyens. Il y a un totem qui est dans le hall. C'est pareil, il a été amené assez tôt. Il y a une tête moaï qui est dans une vitrine. Après, je pense que rien n'est impossible et que voilà, on l'a fait parce que c'était pour nous la meilleure manière de le faire à cet instant-là. Mais rien n'est irrévocable. Rien n'est impossible et la preuve, vous l'avez fait. Merci. Donc merci vivement à vous. Merci. Et merci à vous toutes et à vous tous. Et n'hésitez pas à venir pour la suite de cette aventure des 20 ans et des dialogues du Quai Branly pour les 20 ans, donc avec Stéphane Martin et Claude Chirac. Merci beaucoup. Merci.